En retrouvant un article d'un journal, d'un journaliste qui avait écrit sur mai 68 et qui m'apprend, ce que j'ignorais en fait, et qui m'apprend que les accords de Grenelle n'ont jamais été signés par les syndicats. Jamais. Pour quelle raison? Qui c'est qui le sait? La raison est simple, c'est qu'il y avait 10 millions de salariés en grève qui occupaient leur entreprise et personne ne voulait reprendre le travail. C'était quelle année ça? Personne ne voulait reprendre le travail en mai 68. Oui, et à l'époque... C'était un blocage quoi, général d'économie. Mais les gens voulaient aller bien au-delà des accords de Grenelle. C'est les syndicats qui ont bataillé pour faire reprendre le travail aux salariés, qui occupaient les entreprises et qui ne voulaient pas reprendre le travail. C'est ça le rôle des syndicats, moi je le dis très franchement et très clairement. L'objet des syndicats, c'est de faire que les travailleurs ne se mettent jamais en grève, et surtout pas en grève générale. Blocage d'économie. Vous remarquerez que Martinez, depuis le moment que ça dure sur la réforme de jamais il parle de grève générale. Donc l'objet des syndicats, c'est de faire en sorte que les salariés ne se mettent pas en grève et surtout pas d'occuper leur entreprise et d'être en grève générale. Mais quand les salariés sont quand même en grève et occupent leur entreprise, l'objet à ce moment-là des syndicats, c'est de tout faire pour que les salariés reprennent le travail le plus vite possible. Rappelons qu'en 2019, quand il y avait la grève des cheminots, c'est Martinez qui a demandé la reprise pour les fêtes de Noël. En septembre 2019, moi j'ai été écœuré de voir que les Gilets jaunes manifestaient le samedi. Ils venaient de province, ils montaient à Paris, manifestaient le samedi. Les syndicats disaient surtout pas de manifestation le samedi. Alors, on faisait les manifestations en semaine pour que les salariés qui descendaient dans la rue à Paris contre la réforme des retraites, déjà à ce moment-là, en septembre 2019, n'aillent pas manifester aux côtés des Gilets jaunes le samedi. Voilà. Et c'était en septembre, c'était déjà, je fais grève une journée, je reprends le boulot 3 jours, je fais grève une journée, je reprends le boulot 3 jours. Si la CGT avait voulu casser un mouvement social, elle n'aurait pas fait mieux. Et en 68, vous pouvez retrouver des vidéos de l'INA, de l'Institut National du Visuel, une vidéo qui a déchiré sur Internet, qui a été virale. On la retrouve facilement. Hein. Vous cherchez l'ouvrière Wonder, l'usine Wonder, mai 68, et vous avez pendant 10 minutes une vidéo avec une ouvrière qui est au bord des larmes, qui est au bord de crise et qui dit « moi je veux pas retourner dans cette tôle » avec des gros bras de la CGT qui étaient autour d'elle, qui disaient « ouais, on comprend que tu n'as pas pu obtenir ce que tu voulais, mais aujourd'hui il faut reprendre le travail. Aujourd'hui il faut reprendre le travail. » La CGT, les autres syndicats c'est pareil, hein, je ne veux pas taper plus. La CGT c'était quand même le gros syndicat de 68 et ils allaient voir les travailleurs de l'usine A en disant « les gars, c'est mort parce que l'usine B ils ont repris le travail. » Après ils allaient voir les mecs de l'usine B en disant « les gars, il faut reprendre le boulot parce que l'usine A a repris le travail. » Ils magouillaient comme ça les mecs. C'est Georges Ils sont achetés quoi. Ils ne sont pas achetés, ils sont dans leur rôle. Les syndicats, ils sont dans leur rôle. Simplement, ça ne s'est pas vu pendant des décennies, mais aujourd'hui, ça passe plus d'aperçu. Parce que les syndicats, c'est comme les partis politiques. Les partis politiques, c'est comme la religion. C'est-à-dire que la politique, si tu veux, a permis pendant des siècles de faire fonctionner les sociétés, les systèmes, quels qu'ils soient, d'accord. Ils étaient dans un rôle de médiation aliénatoire. Mais la puissance de la religion, pendant des siècles, pendant aussi longtemps que la religion de la marchandise n'était pas forte. Mais la religion de la marchandise, elle est devenue tellement forte aujourd'hui, elle fonctionne tellement merveilleusement en nous, la religion de la marchandise, que la société elle tient tout seul par le fétichisme de la marchandise. Et le capital, il peut même se permettre le luxe aujourd'hui de mettre à la poubelle les syndicats, les partis politiques et tout le reste. Si je peux me permettre de dire... tu penses, excuse-moi, tu penses que le changement de la CGT par la nouvelle, on va dire, secrétaire qui est nommée il y a 2-3 jours, ça va changer quelque chose ou c'est pareil? Je viens d'apprendre ça, mais ça n'a rien changé. C'est pareil, c'est le même. Ça n'a rien changé. Qui l'a élu déjà? Même les adhérents, les délégués syndicaux, c'est pas eux qui élisent les secrétaires en fait. En 68. Il n'y a que la fédération en fait. En 68, au plus fort des mouvements sociaux de mai 68, il y a eu quand même plus de 10 millions de salariés qui étaient en grève et qui occupaient leur entreprise. Il y avait un mec qui s'appelait Krasulki à l'époque, qui était le futur, qui était en devenir le futur leader de la CGT, qui déjà à l'époque allait négocier, passer des nuits blanches à négocier les accords de Grenelle dans des hôtels de passe minables avec des gens comme Chirac, qui déjà à l'époque était secrétaire d'État à l'emploi dans le gouvernement Pompidou. Ils ont négocié comme ça secrètement les accords de Grenelle et moi je viens de découvrir que les accords de Grenelle n'ont jamais été signés par les syndicats. C'est un truc incroyable. C'est Pompidou qui décide de mettre en œuvre les accords de Grenelle
unilatéralement, de façon unilatérale. Ça n'a jamais été signé, ça a été négocié. Le contenu des accords de Grenelle, les augmentations de salaire, etc. ont été négociés. D'ailleurs, entre parenthèses, tout ce qui a été gagné en 68 a été récupéré en quelques années, à peine quelques années. En moins de 5 ans, le patronat avait tout récupéré. Les salariés voulaient aller au-delà. C'est ça les syndicats aujourd'hui. Les syndicats sont nés. Les syndicats sont nés au 19e siècle, à une époque où le capital a estimé qu'il était devenu suffisamment fort, il a estimé qu'il était devenu suffisamment fort pour ne jamais craindre aucun danger de la part des syndicats. Quand le capital autorise vers le 1890 l'implantation des syndicats des entreprises, c'est qu'il estime qu'à partir de ce moment-là, que les syndicats ne pouvaient pas représenter et ne représenteraient jamais un danger pour eux. Alors qu'un siècle avant, c'est-à-dire 1800, il y a eu la révolution la Révolution française 1789, 2 ans après 1791, il y a eu la fameuse loi Le Chapelier qui avait été mise en œuvre à l'époque, au moment de la Révolution. Le Chapelier, c'était on interdisait aux ouvriers de se réunir, de s'assembler en corporation. On interdisait les corporations, des ouvriers. Je peux vous dire un truc, j'en ai pour 2 minutes. Ouais, vas-y. Rapidement, FO. Il faut savoir qu'il a été financé par la CIA en 1947. FO, okay. Le syndicat Force ouvrière. Eh ben, la CIA et les Américains ont mis de l'argent pour créer ce syndicat. Voilà. En France 1948. Ouais. Les syndicats. Ok. Oui, voilà. Et c'est quoi leur intérêt? Ça contrôle les masses. Oui, mais la CIA, ils viennent de... Mais ça vient de l'Union Européenne. L'Union Européenne contrôle les syndicats. L'Union Européenne, elle est contrôlée par qui? Enfin, voilà. Alors oui, il y a des gens qui découvrent. Il y a des gens qui découvrent aujourd'hui seulement parce qu'on en parle comme ça. Toutes les grandes centrales syndicales françaises, hormis peut-être Sudrail, je ne suis pas sûr, mais la CGT, la CFDT, subventions, Force ouvrière, sont tous membres de la Confédération européenne des syndicats, la CES, qui est une structure à part entière de l'Union européenne, mise en place par l'Union européenne, financée par l'Union européenne. Ça veut dire que les syndicats, comme la CGT, touchent de l'argent de l'Union européenne. Sudrail, pas Sudrail. Sudrail, il ne touche pas. Je ne prononce pas sur Sudrail. Ouais, Sudrail ne touche pas les subventions. Pourquoi? Parce que Sudrail est arrivé peut-être beaucoup plus tardivement que les autres. Ouais, il ne touche pas les subventions. Ouais. Voilà. Mais il n'empêche que la politique de Sudrail, pour moi, elle n'est pas meilleure qu'est-ce qu'elle est globalement au niveau syndical. Aujourd'hui, ils sont sur la défensive, ils ne sont pas... aucun de ces... Le syndicat qui passait pour être le plus dur était le syndicat de la CGT, d'accord? À l'époque, oui. Ils ont retiré de leur statut l'abolition du salariat. C'est incroyable. Moi, j'ai découvert que la CGT avait retiré de ses statuts l'abolition du salariat. C'est quoi ce texte-là? Alors que c'était le fer de lance de la CGT de vouloir se battre pour l'abolition du salariat. C'est le fondement même de l'exploitation capitaliste, le salariat. Et donc voilà, on a donc les syndicats, les centrales syndicales françaises qui touchent de l'argent de l'Union européenne pour faire la promotion des réformes structurelles réclamées par l'Union européenne. Et ensuite, à Paris, à Bruxelles c'est comme ça, et à Paris on retrouve les mêmes syndicats dans la rue pour lutter contre la réforme des retraites et chercher l'erreur, il y a un problème quelque part. Par contre la base, on va dire, ils sont on va dire, en bonne foi quand même, les salariés qui se battent dans les rues, machin, dans les entreprises. Qui sont à mettre en cause. Ouais, c'est pas les salariés, c'est le système, on va dire. C'est l'existence des syndicats par eux-mêmes. Les syndicats sont nés dans le capital et disparaîtront avec l'abolition du capital. Demain, on ira, dans le cadre d'une révolution mondialisée du prolétariat universel, pour aller vers l'émancipation de l'humanité. Ça sera un monde qui sera débarrassé, y compris des syndicats et du syndicalisme. La révolution sociale qui va conduire l'humanité à son émancipation, l'automouvement qui va conduire le prolétariat à son émancipation, sera anti-politique et anti-syndical. La révolution ne sera ni syndicale ni politique, tout simplement parce que la révolution, elle sera humaine. Ça sera une révolution humaine. La solution, c'est quoi après toi? Changer tout le système, on va dire que soit... Parce qu'on sait que c'est pyramidal, hein, même dans le syndicat. C'est pyramidal. Et les secrétaires, ils sont élus par la FEDE. Francis, cousin du groupe Guerre de classe, qui sont dans la critique radicale et dans la tradition de radicalité
Aujourd'hui, la seule sortie de crise aujourd'hui, c'est l'abolition du capital et la déstructuration totale de cette société de merde absolue. Il n'y a pas d'autre solution. Toutes les luttes qui se mènent, qui peuvent se mener aujourd'hui et qui sont contrôlées quoi. Et qui se mènent en dehors ou qui ne se mènent pas dans la perspective d'une abolition de l'argent, de l'État et de la marchandise, du salariat, sont des luttes qui ne pourront que aboutir à reconstituer d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, notre esclavage. En fait, ils sont contrôlés, ils négocient des miettes et ils font croire aux salariés qu'ils ont obtenu des choses. C'est dans le fétichisme de la marchandise, comme aujourd'hui la religion de la marchandise. La vie humaine aujourd'hui a été en totalité accaparée par la marchandise qui s'est accaparée la totalité du monde. C'est ça aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le top du top aujourd'hui, on est arrivé à un moment de l'histoire de l'humanité où l'homme est en train de se chosifier, en train de se réifier un maximum. Il devient un objet. On a fait de nous des épaves circulatoires du fétichisme de la marchandise. Voilà, on en est là aujourd'hui et on ne peut pas aller en arrière parce qu'en histoire, tout ce qui est détruit est détruit, on ne revient pas. Les gens voudraient restaurer la politique aujourd'hui, les gens voudraient redonner du sens à la politique, la CNT, le référendum d'initiative citoyen. Et les gens voudraient redonner du sens à la politique. Le pouvoir au peuple, quoi, tout simplement. Le pouvoir au peuple, mais c'est le peuple qui décide, mais on ne peut rien faire. Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, la puissance de la religion de la marchandise tient le monde, tient tout. Par exemple. Et du coup, le capital, il peut même se permettre le luxe de mettre à la poubelle les syndicats, la politique, les partis politiques et tout le reste. Il n'en a plus besoin de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les partis politiques, il n'y a plus de partis politiques dits d'opposition, où les gens ont le sentiment que les syndicats les trahissent. Les syndicats n'ont jamais trahi, les partis politiques n'ont jamais été dans un vrai rôle d'opposition. C'est simplement qu'ils se révèlent à eux-mêmes, tels qu'elles-mêmes, mis à nu, parce que le système aujourd'hui, il peut fonctionner sans eux, sans médiation. Sans aucune médiation à l'inatoire. Il n'y a plus besoin de médiation. Donc quand un mec comme Martinez, il demande médiation auprès du gouvernement, tu te rends compte qu'il demande à rencontrer le gouvernement pour discuter de la réforme. Mais il n'y a rien à discuter sur la réforme des retraites. C'est la retirer direct, il n'y a pas besoin de discuter. Il veut négocier des miettes, tout simplement. C'est quoi vous vouloir négocier quoi dans la réforme des retraites? Alors, encore une fois, c'est les mecs qui sont dans la rue pour militer contre et qui dans le même temps ils touchent de l'argent de l'Union européenne pour en faire la promotion. Mais ça a été la même chose sous Hollande et Valls. Hein. Oui, c'est pareil. Hein. Quand ils ont fait passer le 49.3 sur la réforme du Code du travail, ils ont cassé tout le Code du travail, c'était la même chose. Hein. Juste un exemple, par exemple les sénateurs, personne n'a voté pour les sénateurs. Hein. Non, mais... Ils sont élus par les maires et par les adjoints. Tu te rends compte qu'on tape sur Macron, à juste raison par rapport au 49.3, mais on oublie que celui qui a le plus mis en œuvre le 49.3, c'est un socialiste, même pas un mec de droite. Dans la Constitution, ils l'ont mis en place. Depuis le début de la 5e République, depuis 1958, tu as eu exactement, j'ai vérifié sur Internet, tu as eu 149.3 qui ont été mis en œuvre, exactement 149.3. Sur ces 149.3, tu as eu le même homme pour appliquer 28 fois le 49.3. 28 fois, pratiquement presque une fois sur 4. Et cet homme, c'était un socialiste, il s'appelait Michel Rocard, de 88 à 91. C'est honteux, quoi. Il a fait passer 28 fois le 49.3, ça mec là. Normal, quoi. Donc la gauche, elle donne l'exemple, la droite, elle suit derrière. Et Macron il désindexe le montant des retraites de l'inflation, du coût de la vie, on lui tape dessus, puis on oublie qu'en même temps à côté de ça, c'est un mec qui s'appelle Jacques Delors, qui en 83 dans le gouvernement Mitterrand, alors qu'il était ministre de l'économie, décide de sortir une loi qui désindexe l'augmentation des retraites, l'augmentation des salaires, l'indexation des salaires, si tu veux, sur le coût de la vie. Ça a commencé dès 83 avec... Sur l'inflation, quoi. Sur l'inflation. C'est pas normal, ça. Sous un gouvernement socialiste. Soi-disant, entre guillemets. Macron, il ne faut jamais oublier non plus qu'il est rentré dans le gouvernement de Hollande, qui était un gouvernement socialiste. Socialiste, c'est Valls.
socialistes, entre guillemets. Et qui les mêmes, ils ont utilisé 49.3 à l'époque. Valls, il a utilisé plusieurs fois. Et que Macron, il a pu appliquer le 49.3, enfin que le 49.3 ait pu être appliqué sous Hollande avec la réforme sur le Code du travail qui était aussi demandée par l'Europe bruxelloise, d'accord, avec la fameuse loi El Khomri qui en réalité ne portait que le nom du ministre du Travail, alors qu'en fait cette loi elle avait été conçue par Macron. Et elle est passée en 49.3 avec Valls, Premier ministre socialiste. Ils ont détruit le Code du travail. Voilà. Et aujourd'hui, cette opposition, les socialistes, tu les retrouves aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale à crier le scandale sur le 49.3 mis en œuvre par Macron sur la réforme des retraites. Ah, ils ont oublié la loi El Khomri. Voilà, non mais il y a plein de trucs comme ça, c'est comme ça aujourd'hui, c'est pour ça que c'est mort. Les gens voudraient faire voir revenir la politique, mais c'est mort, le système il est verrouillé. On est arrivé à un tel degré de destruction de la société qu'aujourd'hui on ne peut plus rien réformer. On veut réformer quoi aujourd'hui? Ils sont en train de finir de liquider la médecine, l'hôpital, le réseau ferré. Ils sont en train de liquider les derniers secteurs industriels de pointe. On a vu avec Technip, on a vu la sécurité sociale. Ils sont en train de flinguer. Ils sont en train de tout flinguer et ils vont même aujourd'hui jusqu'à flinguer la restauration et les dernières boulangeries. Ça va jusque-là aujourd'hui. Il y a une guerre totale qui est menée. La classe moyenne, ils veulent effacer la classe moyenne tout simplement. Pas seulement les classes moyennes, il faut détruire tout ce qui relève de l'héritage économique et culturel de l'Europe et de la France. La France, il y a à peine, dans les années 70 encore, c'est-à-dire au sortir de Gaulle et de Pompidou, la France était encore troisième puissance, superpuissance mondiale. Troisième superpuissance mondiale. Elle était l'image même symbolique de tous les pays non alignés. La France était le partenaire commercial principal au Moyen-Orient. L'Iran, ils ont perdu tout ça. l'Irak. En Afrique, c'est pareil. Ils ont réussi à faire en sorte que la France va se tire une balle dans les pieds et qu'elle s'immole elle-même, se détruise tout ce qui relevait des intérêts qui étaient propres à la France à l'époque. L'Iran, l'Irak. L'Afrique, pareil. Pardon ? Même en Afrique, l'Afrique du Nord et tout, c'était les premières... Bien sûr, l'Iran 73, le Shah d'Iran qui était manipulé comme une marionnette par les Américains, mis en place par les Américains, veut commencer à prendre ses distances pour essayer d'avoir une stratégie un peu plus autonome en faveur de l'Iran. Il rentre en négociation avec Pompidou, à l'époque c'était donc 73, et il rentre en négociation avec Pompidou pour lui proposer, pour lui faire part de l'intérêt que l'Iran portait à la filière nucléaire française. Et en contrepartie, il proposait à la France de payer, d'acheter le pétrole iranien, non pas en dollars, mais en francs. Les Américains prennent ça, ils déglinguent le Shah d'Iran, on le vire. Et Peugeot et Renault, ils font leurs valises et ils rentrent à Paris. Et on a déglingué les intérêts français en Iran, et c'est récupéré par la suite par l'Empire américain. En Irak, au moment de l'intervention, la première guerre du Golfe en Irak, l'Irak avait été modernisé par la France à un tel niveau que l'Irak était aussi moderne que l'était l'Espagne. En termes d'hospitalisation, de routes, de voies ferrées, de ports. Quand les Américains ont dit vous pliez à nos exigences ou on vous renverra à l'âge de pierre, c'était pas un truc poétique, hein, c'était pas comme ça. C'était calculé quoi. C'était vraiment, bien sûr c'est calculé. Donc il fallait aussi l'attentat du 11 septembre, parce qu'à un moment donné, il fallait trouver justification à ce que l'Amérique intervienne militairement en Irak. C'est ça aujourd'hui. Donc on a fait pareil avec la Libye, on a fait pareil, ils ont voulu entraîner la Syrie, c'est pareil. La Syrie là-dedans, c'est pareil. L'affaire, comment il s'appelait là, le mec là, l'affaire Benalla. Les gens l'ignorent, mais l'affaire Benalla, elle est apparue brutalement, alors que peu de temps avant, Macron, il avait rencontré Poutine. Et qu'ils envisageaient ensemble des actions humanitaires en faveur de la Syrie. Les Américains sortent l'affaire Benalla. Personne ne sait que ça a un rapport avec ça. Ouais. Et l'affaire Benalla va disparaître aussi vite que les trucs. Parce que Macron, il va baisser la tête, il va rentrer dans le rang. Parce que Washington lui rappelle qu'il n'est pas là pour avoir des
des attitudes d'autonomie stratégique, politique. Il est là pour être le VRP de Washington, pour être l'ambassadeur de l'OTAN et de l'Europe bruxelloise à Paris et à l'Élysée. Le mec, dès qu'il remue une oreille, on lui tape dessus pour lui rappeler qu'il n'est plus dans son rôle. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Ouais, merci Michel, c'est ça. Michel, ouais. Des infos, c'est intéressant. Pardon ? Des infos intéressantes, quoi, tu vois. Un échange intéressant. Il y aura tellement de choses à dire. Le problème, c'est qu'il faut arriver à dépasser les apparences des choses, parce que les gens se font complètement manipuler. Les gens ne voient pas que la vérité, elle ne peut s'afficher qu'en négatif des apparences. Ils se font piéger par l'immédiateté de l'apparence des apparences. Voilà.